Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve après 3 mois d'absence pour un nouveau top flop. Et oui, comme on est parti en Nouvelle-Zélande, on n'a pas pu revenir sur les mois d'août, de septembre et d'octobre. Et donc du coup c'est l'occasion de vous faire une émission spéciale rentrée qui sort normalement début novembre si on arrive à bien gérer parce que c'est pas évident. Et donc c'est parti pour ces 3 nouveaux mois de musique. Donc comme d'habitude on va revenir sur les albums sortis ces 3 mois sous forme de top flop. Donc d'abord les albums qui nous ont le plus plu, ensuite des albums qui nous ont moyennement convaincus mais qui n'étaient pas trop mal quand même, et puis des albums soit qu'on attendait et qui nous ont déçus, soit des albums auxquels on n'a pas du tout accroché mais dont on vous parle quand même parce que ça pourrait vous intéresser. Et comme d'habitude, on commence tout de suite par les tops. C'est donc parti et on commence avec mon groupe préféré, NoFX et leur album Ribbed Live in a Dive, sorti le 3 août chez Fat Records. NoFX est mon groupe préféré de tous les temps et ils reprennent en live un de mes albums préférés de tous les temps. NoFX est un groupe de punk rock emblématique des années 90 qui sont toujours actifs bien sûr. Et je vous ai déjà parlé de cet album dans la vidéo vinyle du mois d'août. Et allez, je tease, je vous ai préparé une vidéo vinyle spéciale NoFX. J'ai hâte. Du coup, on revient un peu à l'album Ribbed. C'est un peu le premier album de NoFX qui a rencontré l'approbation du grand public. Et j'ai pas de mal à comprendre pourquoi, parce que c'est un album vraiment fou. Les compositions sont complètement barrées, c'est du punk rock mélo qui part dans tous les sens. Il y a plein de petits trucs super sympas. Et au niveau des paroles, c'est bien sûr très très débile. Et ça reste complètement accrocheur, bien sûr c'est facile à écouter, même si le son est peut-être un peu daté, d'où l'idée de réenregistrer cet album en live pour lui donner une nouvelle jeunesse. Pour moi, Ribbed c'est vraiment la définition du punk rock mélodique, avec des trucs qui partent dans tous les sens et des parties qui savent rester hyper techniques tout en étant hyper accrocheuses. Et puis bien sûr on a des morceaux super variés, avec des intros parfois un peu longues et déroutantes, et surtout c'est génial tout simplement. Je vous avais dit que c'était un album assez débile, donc forcément ça parle des conneries qu'ils faisaient à l'époque, et puis de paroles sur des thèmes vachement engagés, comme par exemple l'inutilité de prendre des douches parce que ça sert à rien, puisqu'après on va repuer. Ça parle aussi bien sûr de sexe et des maladies qu'on peut choper en pratiquant le sexe. Ils ont donc repris cet album en live, en intégralité et dans l'ordre, et je suis super content, j'étais méga impatient parce que ça faisait plusieurs années, je crois que ça faisait 6 ans qu'ils l'avaient enregistré, 6 ans qu'ils l'avaient annoncé, et j'étais complètement fou quand ils ont annoncé qu'ils le sortaient, et je n'ai pas du tout été déçu. L'avantage d'avoir cet album en live, c'est qu'il y a des petites variations, il y a des petites parties mélodiques qui changent, il y a des chants qui sont un petit peu différents, et ça vraiment j'adore, surtout les variations dans les jeux de voix, les jeux entre les différents membres, ça c'est un truc que j'adore dans le punk rock, je sais je le répète à chaque fois, mais c'est pour ça que je kiffe le punk rock, les jeux de voix et les chœurs. Bref, c'est que du bon, ça mérite largement sa place dans les tops. Et on continue les tops avec le groupe Alkaline Trio et leur album If They Think Cursed sorti le 31 août. Alkaline Trio c'est un groupe de rock alternatif américain formé dans les années 90 et ils sortent ici leur 9e album. Ils flirtent avec plusieurs genres musicaux, notamment le punk rock et la pop punk, et il y a aussi quelques vibes emo plutôt matures. Et j'avais déjà écouté plusieurs fois ce groupe et j'avais jamais vraiment accroché, même s'il y a quelques morceaux que j'aime bien. Et du coup je me suis dit c'est l'occasion de me lancer dans un nouvel album pour voir si j'aime ou pas. Le truc avec ce groupe c'est que j'adore la voix du chanteur Matskiba qui maintenant fait partie de Blink-182, et même si du coup je kiffe la voix de Matskiba, j'ai pas non plus extrêmement accroché au dernier album de Blink. Mais vous vous en doutez, si cet album est dans les tops, c'est que je l'ai trouvé assez sympathique, avec de chouettes mélodies, assez envoûtantes et des super bonnes ambiances, et d'un autre côté, des morceaux qui sont un peu plus péchus, avec une vibe carrément punk rock. Et puis il y a aussi des morceaux qui sont assez dansants, bouncy, avec un côté bien pop. Et puis il y a même des morceaux qui ont un côté plus punk rock assez bourru, un punk rock un peu plus lourd et qui tâche quoi. Premièrement, je suis pas du tout déçu de la voix de Matskiba, il gère carrément bien son chant principal, mais il fait aussi les secondes voix et les chœurs, et ça marche carrément bien. Et puis j'aime bien aussi quand c'est le bassiste Dan Andriano qui prend le chant, ça marche carrément bien aussi. Par contre, j'aimais un petit bémol, parce que même si l'album est super homogène, j'ai quand même trouvé quelques morceaux moins intéressants que d'autres. Mais comme je le disais, c'est surtout une histoire d'ambiance, donc globalement ça marche plutôt bien. Et c'est un album que je vous recommande d'écouter un soir d'été, une chaude nuit d'été, ou alors ça marche très bien dans les nuits froides d'automne, genre vers Halloween, tout ça. Ça fait des bonnes ambiances nocturnes quoi.
Et on continue les tops avec les Swinginators et leur album Peace and Love sorti le 31 août. J'aime beaucoup les Swinginators parce que je trouve qu'ils ont un son qui est très punk rock and roll et dans cet album on retrouve carrément ce son et aussi quelque chose qui part du côté du folk punk. Et en plus les compos sont hyper variés et ça c'est assez cool. On se retrouve donc avec un gros son qui tâche et ça marche super bien avec la voix bourrue du chanteur. C'est entraînant, ça à la pêche, on a un bon punk rock qui emprunte parfois aux Ramones, à l'horror punk, à la new wave et parfois à des trucs un peu plus modernes. J'aime beaucoup cet album parce qu'il y a plein de variations, de changements de rythme et ça c'est plutôt sympa. C'est un truc qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans le punk rock et même quand ça se pose, ça s'est resté captivant. Et puis il y a plein de compos assez bizarres et déroutantes qui nous font demander mais comment le morceau va-t-il tourner? Et puis on a plein de sonorités différentes et d'inclusion d'instruments variés. Donc pour moi en gros c'est du bon, c'est un album qui file autant la patate qu'il déroute. Et on continue les tops avec Clutch et leur album Book of Bad Decisions sorti le 7 septembre. C'est un groupe qu'on pourrait qualifier de stoner rock et qu'on aime beaucoup, surtout le petit yaourt. Et le début de cet album sonne comme du Clutch pur beurre avec un son super lourd, un gros son qui tâche et puis la voix hyper puissante et rapide du chanteur. Et puis d'un coup l'album change de direction, mais pas trop parce qu'on retrouve quand même le son Clutch, mais ça devient beaucoup plus festif avec notamment de l'inclusion de cuivre, des claviers un peu fifou, et puis c'est super entraînant, ça a la grosse patate, ça donne envie de danser et le swing. Bref, ça entraîne et ça accroche et ça fait du bien d'avoir ce que j'ai envie d'appeler du stoner dansant. Parce que oui, du coup, je trouve que ça mélange le stoner avec un côté rock'n'roll à l'américaine. Elvis serait content. Et puis bien sûr, ça passe super bien en voiture parce que en Nouvelle-Zélande, on passe beaucoup de temps en voiture. Donc on écoute les albums en voiture et celui-là marche très bien en voiture. Et on enchaîne avec Paul McCartney qui a sorti un album Egypt Station le 7 septembre. Et je m'attendais pas du tout à ça, c'était super bien. On ne présente plus Paul McCartney, un ancien des Beatles, qui du coup a une carrière solo maintenant. Et j'avais pas trop écouté ce qu'il faisait. Grand mal m'en a pris parce que si tout ce qu'il fait est aussi bien que cet album, eh bien j'ai du boulot à rattraper. On se retrouve donc avec un album pop-rock hyper frais, là où je m'attendais à un truc assez classique, et non, on a des mélodies hyper modernes et hyper variées. C'est extrêmement travaillé, l'album est super bon, que ça soit dans la composition des mélodies ou dans la prod, c'est vraiment du haut niveau. Et puis en plus la voix de McCartney est vraiment géniale, un peu vieillissante, mais ça marche super bien. Je pense que je vais écouter ce qu'il fait un peu plus en solo. Et on continue avec le groupe The Dirty Nil et leur album Master Volume sorti le 14 septembre. C'est un groupe de rock assez jeune puisqu'ils ont commencé à publier des trucs en 2011. Et je les ai découverts avec un double single sorti en 2014 et j'avais tout de suite accroché à leur son hyper atypique entre rock à l'ancienne, un côté hyper barré, un côté garage et puis quelques notes un peu punk. D'ailleurs, l'année dernière, on vous avait parlé de leur compile de singles qui s'appelait Minimum R&B et là, ils reviennent avec un vrai deuxième album. On retrouve toujours ce côté garage rock complètement barré, toujours aussi avec la sensibilité punk, et ils ont réussi à ajouter des nouvelles sonorités dans leur son, comme par exemple l'inclusion d'un rock'n'roll qui balance bien, mais aussi des notes de pop, et puis surtout des riffs qui accrochent plus, carrément, ça marche super bien. Et puis je trouve aussi que dans cet album, ils assument un peu plus leur côté punk, avec des titres hyper modernes qui plairont aux fans des Flatliners ou de Caves. Toujours dans les tops, on a énormément kiffé le nouvel album de Metric qui s'appelle Art of Doubt et qui est sorti le 21 septembre. C'est un groupe de rock électro avec une chanteuse que j'avais découvert avec leur titre Help I'm Alive, qui était dans le film Defender et qui m'avait complètement pris aux tripes. J'avais logiquement écouté leur album Fantasies, duquel ce morceau est tiré, et j'avais complètement accroché au groupe. C'est un espèce de rock électro hyper atmosphérique, beaucoup d'ambiance, et ça enveloppe, ça emporte, c'est vraiment génial. Je ne peux que vous recommander d'écouter Fantasies par Metric, déjà notez-le. Donc forcément quand j'ai vu qu'ils annonçaient un nouvel album, j'ai été fortement intrigué, d'autant plus que cette pochette est vraiment magnifique et elle accroche le regard, n'est-ce pas? Bon, ça donne tout de suite envie d'écouter l'album. J'avoue c'est pas très bien, mais j'espérais vraiment retrouver exactement la même chose que ce que j'avais kiffé dans Fantasies. Et oui, j'ai retrouvé la même chose, j'ai retrouvé ce que j'avais aimé, mais heureusement, j'ai été aussi un petit peu surpris par des nouvelles choses, et ça c'est bien dans la musique, il ne faut pas toujours vouloir la même chose en boucle et en boucle.
J'ai pas du tout été déçu parce que forcément on retrouve la pop rock teintée d'électro hyper atmosphérique avec des bonnes ambiances qui enveloppent. C'est vraiment ça le maître mot de l'album, c'est une ambiance musicale qui emporte et qui enveloppe. Mais ce qui est bien, c'est que dans cet album, il y a d'autres sonorités et d'autres styles, avec notamment un côté disco ou électro années 80, un côté assez indie, voire parfois Britpop. Il y a des morceaux très posés et d'autres qui sont beaucoup plus péchus avec un son presque garage par moment. Et puis on a toujours la super voix de la chanteuse qui rappelle presque parfois celle de Carreno par moment. Un album que je vous recommande donc très fortement à écouter le soir principalement. Ça marche super bien en voiture ou alors au calme tout simplement pour se laisser envelopper et s'envoler vers les étoiles. Vers les étoiles oui, mais parfois avec patate aussi. Et on continue notre farandole de top avec le groupe Nashville Pussy et leur album Pleased to Eat You, sorti le 21 septembre. C'est un groupe de rock américain qui balance, formé dans les années 90, et là ils nous sortent leur 7e album. C'est du rock'n'roll bien barré et plutôt cradingue, avec des riffs cool et des morceaux assez accrocheurs. La voix du chanteur est assez amusante et pourra même carrément dérouter au début, mais je trouve que ça colle bien avec l'ensemble. Je trouve qu'il y a un mélange génial qui se fait entre le hard rock à l'ancienne et un côté rock à l'américaine, genre Southern Rock. Ça marche complètement trop bien. Il y a aussi des petites touches qui m'ont fait encore plus kiffer cet album, comme par exemple les chœurs masculins et féminins, et puis des morceaux avec une vibe psychobilly et un tempo assez punk rock bien soutenu. C'est que du bon, et si jamais vous êtes un petit peu en dessous, ça va vous refiler la patate tout de suite. Le 7 septembre a marqué le retour d'un de mes groupes préférés, c'est The Distillers, un groupe de punk rock américain dont je vous ai parlé un nombre incalculable de fois, puisqu'il y a une chanteuse que j'apprécie tout particulièrement, c'est Brody Dalle, une chanteuse à la voix hyper grave, hyper éraillée, hyper punk rock. Après 3 albums, le groupe s'était séparé en 2006 et il n'y avait plus vraiment d'espoir de reformation jusqu'à ce que des mystérieux messages sur Instagram nous permettent de croire que le groupe se reformait. Et c'est le cas, donc à la fois pour une grosse tournée aux États-Unis et pour la sortie de ce petit single qui comporte 2 nouveaux titres. Donc quand The Distillers s'est séparé, la chanteuse Brody Dalle a d'abord continué avec un autre groupe qui s'appelle Spinrette, puis elle a continué en solo sous son propre nom. Et du coup là la question c'est est-ce que ces 2 nouveaux morceaux allaient sonner comme du Distillers ou comme du Brody Dalle ? La réponse est plutôt mitigée. J'ai pas vraiment retrouvé le Distillers que j'aimais vraiment, avec une vraie énergie, un côté vraiment punk énervé de leur début. Pour moi, ces 2 nouveaux titres ressemblent vraiment à du Brody Dalle solo. Mais c'est pas grave parce que j'adore le travail solo de Brody Dalle, j'adore retrouver sa voix hyper grave, hyper éraillée, donc je suis plutôt contente quand même. Le seul truc qui me dérange finalement c'est la production que je trouve un petit peu dégueulasse, mais dans le genre, pas dans le genre punk rock, vraiment dans le genre ça sonne pas super bien. Le premier morceau sonne vraiment très Brody Dalle, il ressemble pas mal au morceau Oh the Joy qui était sur son album solo, avec ce refrain très, très particulier, un peu lancinant, qui ressemble pas mal aux Queens of the Stone Age, puisque elle est mariée à Josh Homme et que Josh Homme a pas mal travaillé sur son album solo. Et là, on retrouve cette patte-là, même s'il n'a pas bossé dessus. Voilà, j'ai pas retrouvé vraiment les membres du groupe The Distillers au niveau de la musique. Mais c'est cool qu'ils se soient reformés, j'adorerais les voir en concert, mais je pense pas que ce soit prévu qu'ils passent en Europe. Mais si c'est le cas, moi je fonce dessus, même si là je suis à l'autre bout du monde. On continue avec une autre bonne surprise, c'est le nouvel album de Mylène Farmer qui s'appelle Désobéissance et qui est sorti le 28 septembre. Vous le savez, je suis une grosse fan de Mylène Farmer depuis vraiment toute petite. C'est probablement grâce à elle que j'ai aimé la musique. Je l'adore, voilà, je suis une grosse fan. Mais c'est pas parce que je l'adore que j'aime tout ce qu'elle fait.
Oui, l'album Bleu Noir m'avait pas énormément convaincu parce qu'il avait ce côté électro qui dès sa sortie était déjà un petit peu ringard, donc ça me plaisait pas trop. Et donc là, ce nouvel album, qui est son 11e album, succède à l'album Interstellaire qui était sorti en 2015. Et c'était un album que j'avais trouvé excellent. Un album qui renouait un peu avec ses débuts, avec sa musique un peu plus classique. Et il était vraiment magnifique et je pense même que c'est un de mes préférés. Et là, pour ce nouvel album, déjà les singles m'avaient pas hyper emballé de ouf. Il y avait Rolling Stone... et puis je sais déjà même plus les titres des autres singles. Bref, ils m'avaient pas vraiment convaincu et j'avais pas eu envie de les écouter en boucle comme d'habitude. Ensuite, à la première écoute de l'album, j'ai été assez déroutée, je m'attendais pas du tout à ça. Et puis à la deuxième écoute, je me suis rendu compte qu'en fait, il était vachement génial. Donc si cet album est déroutant, c'est notamment par rapport à la musique. Donc là, elle a pas mal bossé avec Feder, qui est un DJ français que je connais pas vraiment. Et la musique est assez déroutante parce qu'elle a un côté vraiment très minimaliste. Donc on a des petites sonorités électro, mais pas électro-électro. C'est vraiment très subtil. C'est une musique vraiment travaillée, assez minimaliste et moi j'aime bien ça. Et on a même des sonorités un peu années 80, un peu synthwave que j'aime beaucoup. Et ça donne un ensemble assez, déroutant, mais qui fonctionne bien et on reconnaît bien le style de Mylène quand même. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a de la variation dans cet album. On va pas retrouver 15 fois la même chanson. Il y a une chanson qui est très rigolote qui s'appelle Histoire de fesses. Voilà, ça c'est du pur Mylène et elle est très très drôle. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'il y aurait une nouvelle édition de l'album, un peu deluxe, avec une version plus longue de cette chanson. Donc j'attends de voir parce qu'elle est assez rigolote mais assez courte. On va avoir notamment Mylène qui chante, ou plutôt slam, un poème de Baudelaire. Un poème assez troublant. Ça faisait très bizarre quand on l'a entendu pour la première fois dans la voiture, d'entendre un poème comme ça, assez glauque, au milieu de chansons. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aussi aimé la chanson Prier, qui a un côté vraiment très Moby dans sa musique et dans des sortes de chœurs qu'il y a en fond. Ça fait très Moby. Donc j'ai beaucoup aimé vu que j'adore Bobby. Et puis comme d'habitude on a toujours des featuring plutôt audacieux. C'est ce que j'aime chez Mylène, c'est qu'elle va pas forcément aller chercher les artistes les plus bankable du moment. Elle va vraiment chercher des artistes avec qui elle a envie de travailler. Et là pour le coup elle fait un featuring avec LP que je ne connaissais pas du tout, qui a une voix très particulière, il faut vraiment accrocher. Pour le coup ce sera pas ma chanson préférée du tout, mais voilà, c'est original. Du coup, je trouve que l'album porte assez bien son nom, il est assez déroutant. Encore une fois, Mylène Farmer, elle fait vraiment ce qu'elle veut. On a beau dire qu'elle essaye de rajeunir en faisant une musique un petit peu plus moderne, non, elle fait vraiment ce qu'elle a envie et moi, ça me plaît bien. On continue ensuite avec le nouvel album de Black Bomba qui s'intitule Black Bomba et qui est sorti le 12 octobre. Black Bomba, c'est un groupe de punk hardcore un petit peu métal français que j'aime beaucoup. C'est un des rares groupes qui crient comme ça que j'aime, voire quasiment le seul. Et du coup, ils sortent ici leur 7e album. Et en fait, si j'aime bien ce groupe et pas les autres groupes qui crient, c'est parce qu'il y a de la variation dans le chant. Par exemple, au Hellfest, là, cette année, on a vu le groupe Converge et j'ai détesté, j'ai trouvé ça absolument épouvantable, personnellement, parce que le chanteur crie tout le temps sur la même note, sur le même niveau, du début à la fin, il n'y a pas de différence entre les morceaux. Et moi je trouve pas ça hyper intéressant. Et avec Black Bomba c'est pas du tout le cas. Déjà on a 2 chanteurs, un à la voix grave, qui a pas mal changé au fur et à mesure des albums, c'est pas le même chanteur, mais là avec ce nouvel album c'est le retour de l'ancien chanteur à la voix grave, mais j'ai oublié son nom. Et un chanteur à la voix aiguë qui lui est là depuis le début. Et donc non seulement il crie, donc de façon très aiguë, mais il le fait très bien, mais il va aussi chanter normalement, mais avec une voix vraiment très particulière, un petit peu de canard, dira-t-on, mais je sais pas, j'adore. En plus de ça, on a toujours des mélodies vraiment intéressantes, toujours accrocheuses, surtout une énorme patate. Si vous avez l'occasion de les voir en concert, je vous les recommande. Et puis la production est toujours très bonne aussi. Pour preuve, on a écouté ce dernier album en voiture pour la première fois et ça passait très bien. Le son était toujours propre,
malgré le son du moteur, de la route, etc. Alors que en général, voilà, ce genre de punk hardcore qui crie, ça passe pas super bien en voiture, je trouve. Et là ça passait très bien, on arrivait bien à reconnaître les différents morceaux. Et du coup, encore une fois, on retrouve tout ça dans ce nouvel album. Je l'ai trouvé vraiment excellent et j'ai super hâte de le réécouter encore et encore. Et enfin, je vais terminer ma sélection de la rentrée avec un EP des Petrol Girls qui s'appelle The Future is Dark. Et c'est sorti le 14 septembre. Petrol Girls, c'est un groupe de punk hardcore, punk rock anglais, formé il n'y a pas très longtemps, en 2012 ou 2013 je crois. Et là encore une fois, on retrouve une femme au chant. Petrol Girls, c'est un groupe qui est avant tout féministe, qui fait un punk rock très moderne, très rageur, avec donc une technique de chant très criée, très énervée, plein d'énergie, avec des paroles donc évidemment féministes contre le patriarcat et tous ces thèmes-là. Et du coup, c'est un groupe que j'adore. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs groupes de rock féminin qu'on peut retrouver ces derniers temps. Du coup, là, elles ont sorti un petit EP qui contient 3 morceaux. Il s'agit de leur 3e EP, sachant qu'elles avaient également sorti un album que j'avais acheté en vinyle, qui est excellent et que je vous recommande également. Et là, ces 3 morceaux, encore une fois, ils sont top. C'est vraiment, comme je l'ai dit, un punk rock moderne, hyper agressif, hyper percutant, hyper intelligent, bien foutu. Qui ne fait pas que crier, là encore, il y a de la variation dans la voix. La chanteuse va tantôt chuchoter, tantôt chanter correctement, tantôt crier. Ça fonctionne vraiment très bien. Et donc, encore une fois, je vous recommande vraiment d'écouter Petrol Girls parce que c'est très bon. Et on passe maintenant aux Nightbirds et leur album Roll Credits, sorti le 21 septembre. Les Nightbirds, c'est un groupe de punk américain que j'adore d'amour, et pour moi c'est vraiment le mélange parfait entre un punk qui envoie monstrueusement bien et le film de genre. Ils ont vraiment une ambiance de dingue avec un son punk années 80 qui se mélange à du surf rock, et puis ils abordent des thèmes comme l'horreur ou alors les films fantastiques ou d'exploitation. Et là on se retrouve avec une nouvelle sortie qui prend la forme d'un mini-album 8 titres avec un artwork différent par titre, et ça rajoute encore plus à l'ambiance. Et du coup, ça fait mouche à chaque fois. Leur son est dingue, ça va vite, ça envoie bien. On a toujours le mélange punk et surf rock. Et puis, ils ont rajouté un petit côté pop hyper vitaminé. Pop hyper vitaminé. Hashtag parle comme les Inrocks. En tout cas, je ne peux que vous conseiller cet album qui va vous dérouter autant qu'il va vous donner envie de sauter partout. Un peu comme une version punk du Fossoyeur de film. Et on continue avec le groupe Hardcore Superstar et leur album You Can't Kill My Rock'n'Roll sorti le 21 septembre. C'est un groupe de hard rock heavy metal et je connaissais pas du tout, et du coup quand j'ai écouté cet album, je pensais que c'était un groupe tout jeune qui venait de sortir son premier album par exemple. Et en fait non, pas du tout, c'est un groupe formé dans les années 90 et ils ont déjà plusieurs albums à leur actif. Et quand j'ai appris ça, ça m'a vachement surpris parce que y a un côté hard rock, heavy metal bien à l'ancienne, mais qui se mélange à un son hyper moderne et c'est super frais. Et puis en plus par-dessus, il y a un fort côté glam qui rajoute une couche de fraîcheur. Et cet album est tellement accrocheur, c'est fun, c'est léger, mais c'est un son qui a la grosse patate et puis des paroles bien débiles. Ça envoie bien sur les riffs et les couplets, et puis ça explose dans les refrains en les martelant à fond. Il n'y a qu'à écouter le titre d'ouverture de l'album ACHD qui commence d'une manière pseudo-sérieuse et surtout hyper kitsch avant d'exploser et de marteler le refrain encore et encore et encore jusqu'à ce que tu puisses plus penser à autre chose. Et tout l'album est hyper entraînant comme ça, mais le morceau qu'on a préféré c'est Baboon qui nous a fait avoir le déclic. Ok, ça c'est la meilleure découverte de ces 3 mois. Et on continue avec les Cypress Hill et leur album Elephants on Acid sorti le 28 septembre. Cypress Hill c'est un groupe emblématique de hip-hop et il y a quelques morceaux du groupe que j'aime bien, donc forcément j'ai écouté leur nouvel album. Et grand bien m'en a fait parce que c'est super agréable à écouter, il y a plein de mélodies très travaillées, c'est assez déroutant.
Il y a beaucoup de thèmes musicaux arabisants et puis il y a aussi beaucoup de sons qui sont très psychédéliques. Il y a beaucoup de morceaux qui sont complètement planants et je pense que l'album porte très très bien son titre, Elephants on Acid. Eux, c'est les éléphants, ils ont bien pris de l'acide, ouais. Au final, c'est vraiment super sympa à écouter, ça pose une grosse ambiance qui prend vraiment bien, à écouter au calme pour vraiment se plonger dans l'album. Et puis il y a aussi quelques featuring intéressants, comme par exemple Lady Gaga qui vient sur un morceau. Et on continue avec Caleb Stewart et son album Tropical Depression sorti le 12 octobre. C'est un album bien sympa qui mélange folk très moderne avec des relents emo plutôt matures. C'est bien homogène, c'est bien produit et puis surtout ça instaure l'ambiance du chanteur du début à la fin. Le mélange des sonorités se fait bien et puis la voix de Caleb Stewart est super agréable à écouter. Je pense que le titre Steady Boy représente bien l'album, surtout pour le côté folk, parce qu'il y a beaucoup d'instruments, violon, piano, tout ça, qui se mélangent à la guitare sèche. Et il y a des morceaux qui sont aussi un peu plus énervés, avec une guitare électrique et des sonorités presque punk rock parfois. Du coup c'est un bon album qui mélange de la folk sympa avec un punk rock plutôt moderne. Et on passe maintenant à Direct Hit et leur album Crown of Nothing sorti le 26 octobre. Direct Hit, c'est un groupe américain de musique parce que on peut pas les caractériser plus que ça. Et leur truc, c'est qu'ils font surtout des concept albums. Et j'adore énormément ce groupe. Par exemple, ils ont fait un album basé sur les derniers jours de la fin du monde dans un apocalypse nucléaire. Ils en ont fait un autre sur la prise de drogue psychédélique, oui, très psychédélique. Et puis là, du coup, ils reviennent avec un nouvel album, encore un concept album, qui cette fois-ci raconte l'histoire d'une personne qui s'est fait assassiner et qui se retrouve au paradis. Donc c'est devenu un ange. Et au paradis, elle cherche à se venger du démon qui l'a tué. Mais après, dans l'album, c'est un peu plus que ça, quoi. Et comme je vous le disais, j'adore énormément ce groupe parce qu'ils sont tellement frais dans la sphère punk rock. Et comment définir leur genre? Ça serait quoi? Du punk rock psychédélique, du jazzcore, du nightmare pop ou du comic book rock? Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment excellent, ça emporte dans leurs univers, ça pose des ambiances dingues, puis ça fait réfléchir et surtout travailler l'imagination. Et puis accessoirement, ça file aussi la grosse patate. Et puis j'adore leur mélodie, c'est très travaillé et plein de petites sonorités, c'est hyper accrocheur et hyper péchu quand il faut, et ça sait être posé et poétique aussi. Bref, encore un album 2 que je surkiffe en même pas 3 écoutes alors que j'ai même pas tout compris. Et bref, je vais encore pousser l'écoute pour bien rentrer dedans, quoi. Et en plus, les mecs, ils font pas les choses à moitié, parce qu'en plus de leur album, ils sortent 4 comic books pour compléter l'univers, et ils vont aussi sortir un film, carrément, voilà, basé là-dessus. Tranquille. Et on passe maintenant aux Suicidal Tendencies qui ont sorti un nouvel album, Still Psychopunk After All These Years, le 7 septembre. Suicidal Tendencies, c'est un groupe de punk orienté hardcore qui flirte avec le métal. Et ce qui est bien avec ce groupe, c'est que ça met souvent les deux sphères d'accord, les sphères punk et les sphères métal. Et en fait, cet album est un réenregistrement du premier album solo du chanteur, et cette fois-ci avec tout le groupe Suicidal Tendencies. Et pas grand chose à dire du coup, puisque cet album on le connaît. On a un bon son punk à l'ancienne avec des chœurs hyper fédérateurs, typiques du groupe à la limite de la dissonance. Avec NoFX au début de cette vidéo, je vous parlais de réenregistrer les albums pour leur donner une seconde jeunesse. Et ici ça marche plutôt bien, on se retrouve avec une plongée dans le punk des années 80 et ça marche plutôt bien. Et on passe maintenant au bof avec le groupe Alice in Chains et leur album Rainy of Fog sorti le 24 août. C'est un groupe de rock qui flirte un peu avec le métal mais surtout qui fait du gros son bien lourd. Et j'avais réécouté ce groupe récemment parce que il passait au Hellfest, donc je me suis dit allez, on va écouter, voir si c'est bien pour peut-être aller les voir. Et en fait j'accroche pas trop à ce groupe. Mais ça m'a pas empêché d'écouter leur nouvel album. Et force est de constater que c'est pareil pour cet album, j'accroche pas trop non plus. Par contre ça passe super bien en voiture. Et même si j'aime bien une chanson par-ci, par-là, je trouve que tout l'album, moi ça me convient pas, je trouve ça beaucoup trop redondant. Après c'est surtout que c'est pas forcément ma came parce que ça me fait souvent ça avec les albums de ce genre, mais on se retrouve quand même avec un bon album, un peu doom metal, sludge, stoner, avec des petites pointes de grunge et surtout un son années 90 qui sonne bien chaud. Et on continue les bofs avec le nouvel album de Aspiga qui s'appelle Dragged Through the Year et qui est sorti le 7 septembre. C'est du punk rock moderne qui plaira à ceux qui ont une appétence pour les groupes comme The Menzingers ou The Gaslight Anthem. Par contre ça réinvente pas non plus la chose quoi. Et on passe maintenant au nouvel album de Lenny Kravitz qui s'appelle Raise Vibration qui est sorti le 7 septembre aussi.
C'est un album qui mélange rock et funk auquel on n'a pas trop accroché parce qu'il n'est pas assez rock quand il le devrait, et puis il n'y a pas vraiment de morceau qui sort du lot, mais au final on a quand même une bonne ambiance funky et surtout une super bonne prod. Et ça fait que du coup globalement l'album est plutôt agréable à écouter, mais sur le long terme il n'y a rien qui reste en fait. On continue avec le nouvel album de Slash qui s'est entouré de Miles Kennedy et des Conspirators pour sortir leur album Living the Dream le 21 septembre. On se retrouve donc avec un album de hard rock plutôt classique mais efficace qui te file la patate et le sourire, effet garanti décuplé quand tu roules sous le soleil. Après je trouve que ça tourne quand même vachement en rond et que même si on a des solos sympas, ça manque de parties de guitare vraiment ouf. On passe maintenant à The Living End et leur album Wunderbar sorti le 28 septembre. Et comme le nom l'indique, c'est un groupe de punk rock australien. Voilà, pas du tout allemand ni autrichien, australien. C'est même un groupe de punk rock assez ancien et ça se ressent dans leur son, ça fait vraiment punk rock à papa. Pour ceux qui aiment Die Totenhosen, je pense que vous apprécierez cet album. Donc voilà, ça fait un punk rock, un peu rock, c'est assez posé, ça part jamais dans des hauteurs super folles, c'est jamais hyper soutenu, mais c'est sympa à écouter quoi. Et on continue avec le groupe Licorice Oswald et leur album Darkness Together sorti le 12 octobre. C'est un groupe de rock alternatif qui mélange pop-rock mature à la They Might Be Giants avec un son un peu punk rock bien puissant, bien produit, ça me fait un peu penser à Weezer parfois. C'est très moderne, c'est bien frais et ça fait un album assez sympa à écouter avec des morceaux parfois légers et d'autres un peu plus poétiques et un peu plus tristes. Et on passe maintenant à Eminem et son album Kamikaze sorti le 31 août. Et ça c'était un album surprise qui n'avait pas du tout été annoncé, donc forcément ça intrigue. En plus la pochette est une petite référence, c'est carrément une grosse référence aux Beastie Boys. Et puis sur les deux derniers albums de Eminem, j'avais complètement adoré Marshall Mathers LP2 et j'avais plutôt détesté Revival. Donc forcément j'étais curieux. Et au final on se retrouve avec un album plutôt sympa, même si j'ai pas non plus monstrueusement accroché. Ce que j'aime en tout cas c'est le flow bien technique d'Eminem, c'est plein d'humour, de sarcasme, d'ironie, puis ça parle de musique. Il y a aussi des featuring intéressants et qui fonctionnent bien, par contre musicalement je le trouve pas ouf, ça manque de samples bien trouvés et bien intégrés, qui est une composante que j'adore dans la musique d'Eminem. Du coup voilà un album assez sympa à réécouter pour ma part, pour vraiment bien s'imprégner du truc quoi. Et on continue avec Tom Morello et son album The Atlas Underground sorti le 12 octobre avec une pochette de toute beauté. Tom Morello c'était le guitariste du groupe emblématique Rage Against the Machine et il est surtout reconnu pour son son de guitare et ses techniques de guitare assez particulières et c'est quelque chose qu'on retrouve dans cet album, on retrouve bien le son bien lourd qu'il y avait dans Rage Against the Machine ou dans Prophets of Rage et surtout il y a aussi un gros exercice de style où il utilise sa guitare pour faire des sonorités beaucoup plus électro. Et du coup cet album sonne vraiment électro avec pas mal de mélanges différents. Il y a un gros côté rock, parfois lourd comme du métal. Et même si ça fonctionne bien parfois, il y a des morceaux qui ont la grosse patate, il y a parfois où je trouve qu'on se perd un peu dans l'exercice de style et où ça fait un petit peu électro-classique quoi. Il y a énormément d'invités sur cet album, il y en a qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres, comme par exemple Tim McIlrath, le chanteur de Rise Against, qui a un morceau qui a la grosse patate et je trouve que ça marche bien franchement. Bon après on a écouté cet album en voiture donc c'est peut-être pas les meilleures conditions pour l'écouter, je pense que écoutez-le au calme et voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et on passe maintenant à Electric Six et leur album Bride of the Devil sorti le 5 octobre. C'est un groupe de disco rock qu'on adore particulièrement et que vous connaissez certainement grâce au titre Gabor qui a été popularisé par le Golden Show. Et personnellement j'avais découvert ce groupe avec leur album Senior Smoke que j'adore énormément. Et s'il y a un album du groupe que je peux vous conseiller, c'est Absolute Pleasure qui est un album live mais qui est hyper bien foutu et hyper bien produit. Ça fait office de best-of pour le groupe. Le truc avec Electric Six, c'est que c'est un groupe hyper prolifique. Ils sortent quasiment un album par an depuis 2005, donc ça fait une sacrée discographie et donc il y a de quoi piocher un peu partout. Donc c'est plutôt cool, mais ces dernières années on est plutôt sur un bon album et un album en dessous, donc du coup on attendait un petit peu cet album avec appréhension. Et bien finalement cet album est plutôt sympa, on a été un peu déçus à la première écoute parce qu'on n'arrivait à rien ressortir, mais c'est aussi parce qu'on l'a écouté en voiture et que ça ne lui rend pas honneur. Moi je pense qu'il faut une écoute au calme pour qu'ils puissent bien s'exprimer. On retrouve bien leur côté rock complètement barré et explosif qui se mélange à des vibes new wave voire disco et ça c'est plutôt amusant. Par contre c'est pas non plus une réussite totale parce que s'il est plutôt sympa à écouter en tant qu'album, il n'y a pas vraiment de morceaux qui sortent énormément du lot et puis il y a une deuxième moitié qui est plutôt faiblarde. Donc c'est un peu pouf pouf quoi. Et on continue avec Massisteria et leur album Maniac sorti le 26 octobre.
C'est un groupe de métal français et là ils sortent leur 9e album. Ça a la grosse patate et ça martèle des bons gros riffs bien lourds. Perso, ce que je préfère, c'est toutes les petites sonorités qui viennent se rajouter. Ça rajoute une bonne couche d'ambiance avec des sons électro, des petits synthés. C'est super sympa à écouter, ça leur donne un côté metal indus parfois. Mais par contre, j'accroche pas vraiment à cet album. Je trouve que ça manque beaucoup de mélodie. Et puis la voix du chanteur est pas. Je trouve qu'elle apporte pas vraiment quelque chose à la musique. Et puis parfois, ça rend les paroles un peu qui tombent à plat, quoi. Mais il y a surtout le dernier morceau de l'album qui est vraiment bien cool et qui nous a carrément convaincus. C'est uniquement instrumental et ça mélange beaucoup de sonorités avec le gros côté métal puis un côté indus avec même des samples de Pulp Fiction et ça fonctionne super bien, je vous recommande de l'écouter. Et on passe maintenant à Disturbed et leur album Evolution sorti le 19 octobre. C'est un groupe de métal américain qui sortent là leur 7e album et ils se sont surtout fait connaître dans les années 2000 avec leur titre Down with the Thickness qui a la grosse patate et ils sont surtout revenus sur le devant de la scène ces dernières années grâce à leur reprise de Sound of Silence de Simon & Garfunkel qui est plutôt jolie. Donc quand j'ai vu qu'ils sortaient un nouvel album, je me suis dit c'est l'occasion de me replonger dans un groupe que je connais finalement très peu. Et le résultat, c'est hyper classique. Ça sonne bien, mais c'est plutôt convenu. La voix du chanteur a une bonne puissance dans les morceaux péchus et puis elle est plutôt classe dans les morceaux beaucoup plus posés. Mais justement, le problème, c'est que les titres énervés sont pas mémorables et que les chansons plus calmes, elles sonnent comme du Disney. La plus flagrante, c'est Hold On to Memories. Donc tout ça, c'est pas forcément des défauts, mais pour nous, ça fait qu'on rentre jamais vraiment dans l'album. C'est plutôt naïf et choupignou, quoi. Et on passe maintenant au flop avec le nouvel album de Down by Law qui s'appelle All In et qui est sorti le 3 août. C'est un groupe de punk rock avec un son bien chaud que j'apprécie et j'avais particulièrement aimé leur dernier album. Et donc du coup j'attendais celui-ci, en plus la pochette était super jolie, sauf qu'au final c'était une déception. L'album est pas vraiment péchu, il n'y a pas non plus de titre qui accroche, on a l'impression d'avoir un mélange entre Face to Face et Bouncing Souls mais en version pas terrible. Et puis même s'il y a une volonté de mettre des inclusions de nouvelles sonorités, comme par exemple des cuivres, je trouve que c'est plutôt raté. Alors soit c'est des instruments virtuels, soit la prod est vraiment pas bonne, et c'est un autre défaut de l'album du coup, la prod. Donc au final j'ai pas du tout accroché et j'ai retenu vraiment aucun morceau. Et on continue avec le groupe Thrice qui ont sorti leur album Palms le 14 septembre. Thrice est un groupe de rock alternatif et j'avais déjà essayé d'écouter et j'avais pas vraiment accroché. Mais comme d'habitude, nouvel album, nouvelle tentative, et là je peux le dire, je n'accroche pas à ce groupe. Pourtant le premier morceau commençait bien, ça me posait une ambiance assez sympathique, mais au final l'album ne décolle jamais et j'ai pas réussi à rentrer dedans, c'est surtout ça. Je sais qu'il y a des gens qui adorent comme des dingues ce groupe, mais sur moi ça fonctionne pas, c'est tout, tant pis. Je passe à côté de quelque chose, mais c'est pas grave. Et on continue avec Anti-Flag et leur album American Reckoning sorti le 28 septembre. Anti-Flag, c'est un groupe de punk rock emblématique qu'on adore énormément. Ils ont déjà sorti pas mal d'albums, mais celui-ci c'est le 3e album de la série des American, qui fait donc suite à American Spring, qu'on avait plutôt bien apprécié, American Fall, qu'on avait moyennement apprécié. Il y avait des titres sympas, des titres qui fonctionnaient beaucoup moins, et surtout une prod assez bizarroïde. Et maintenant American Reckoning, qui donc est un concept album plutôt orienté acoustique. On se retrouve donc avec 7 morceaux acoustiques issus des 2 albums précédents, et ça marche pas du tout en fait. Le truc c'est qu'ils jouent à fond la carte de l'acoustique depuis 6-7 ans, et c'est sympa, mais c'était surtout en marge de leur discographie. Quelques EP, une petite compile par-ci par-là, et le problème c'est quand on sort un album, un vrai album acoustique, on s'attend à quelque chose de vraiment travaillé, et pour le coup c'est juste des versions hyper basiques. On reprend la chanson en version acoustique sans aucun changement, et c'est ça qui est dommage. Parce que des versions reprises classiquement en acoustique, ils nous ont habitués à ça depuis un moment, et donc ce qu'on attendait dans cet album, c'était vraiment réarranger un peu les choses pour que ça soit plus intéressant. Alors je comprends bien que c'est pour renouer avec la tradition des protest songs, sauf que l'intérêt est assez limité finalement. Et puis en plus, entre nous, je trouve qu'ils n'ont pas choisi les meilleures chansons des 3 albums précédents. On va pas reparler de Racist, mais être raciste est pas bien, il faut pas être raciste, c'est un petit peu limité, surtout quand on connaît le talent d'écriture du groupe d'Anti-Flag. Reprendre les morceaux les plus bateaux et un peu concon, il y avait mieux à faire je pense. Mais il y a un autre problème qui rend cet album encore plus bancal, c'est les 3 morceaux qui sont à la fin, c'est 3 reprises en version électrique, et déjà c'est pas très bien produit, le son est vraiment bizarre et ça jure complètement avec la partie acoustique, c'est pas au même niveau, et ça sonne très très bizarre. Et en plus, on les trouve assez ratés et sans profondeur. C'est d'ailleurs hyper flagrant sur la reprise de Surrender des Cheap Tricks. C'est hyper bateau, c'est classique,
Cette chanson a été reprise 1000 fois et on dirait qu'ils avaient même pas envie de la faire, quoi. On joue, allez, et on déroule la chanson sans ajouter notre patte. Et c'est très triste. Du coup, c'est une déception et c'est encore une plus grosse déception parce que c'est un groupe qu'on adore énormément. On passe maintenant au groupe Good Charlotte et leur nouvel album Generation RX sorti le 14 septembre. Et ça fait un moment que Good Charlotte n'ont plus la fraîcheur qu'ils avaient dans les années 2000 et pour ma part, j'ai pas du tout accroché à ce nouvel album qui mélange un peu pop-punk, électro, c'est hyper homogène, ce qui fait qu'on a l'impression d'écouter une seule chanson, sauf qu'à aucun moment on ne rentre dedans. Et c'est un peu simple, c'est pas terrible, quoi. Voilà, c'est tout pour les albums sortis en août, septembre et octobre et on se retrouve le mois prochain avec les albums qui sortiront en novembre. Il y aura donc le nouvel album de Dead Can Dance qui s'appelle Dionysus et qui sort le 2 novembre. Il y aura aussi The Prodigy et leur album Notorist, aussi le 2 novembre. Mais également Sick of It All et leur album Wake the Sleeping Dragon. Le nouvel album de Tenacious D qu'on attend énormément post-apocalypto. Le 9 novembre, il y aura le nouvel album de Imagine Dragon qui s'appelle Origins. Mais également, croyez-le ou pas, un album de Jeff Goldblum, The Capitol Studio Sessions. Le premier album de Laura Jane Grace and the Devouring Mothers qui s'appelle Built to Rot. Le nouvel album de Muse, oui, Simulation Theory. Mais également le 16 novembre, un album un peu mystérieux de Cadillac de Stupeflip. Toujours le 16 novembre, on aura aussi un nouvel EP de Useless ID, 7 Hits from Hell. Et le 30 novembre, on aura une compilation de E-Side and F-Side par Leftover Crack. Du coup, c'est tout pour la vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc voilà, c'est la première de ce nouveau format. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez aimé, ce que vous voulez voir plus. N'hésitez pas non plus à nous dire dans les commentaires quelles sont les choses qui vous ont moins plu et qu'on pourrait corriger. C'est pas la peine de parler du son, on peut pas faire mieux. On est dehors, on n'a pas de micro. Il y a des oiseaux, il y a du vent, il y a des moutons, il y a des voitures. Donc on fait ce qu'on peut à ce niveau-là. Bon, je sais qu'il y aura un peu de vent dans cette vidéo. On essaiera de réduire ça pour les prochaines fois. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On vous fait des gros bisous. De Nouvelle-Zélande. Le vent, le vent, le vent, le vent, le vent. Le vent, le vent. On continue les bofs avec le... On continue avec le nouvel album de Slatch. Le Slatch. Après, je tourne que ça trouve... non. Il y a aussi quelques featurings intéressants qui fonctionnent bien. L'oiseau qui se met à gueuler quand je parle.